Comment se préparer à gravir le Mont Blanc? C'est une question que tout grand aventurier se sont ou se demanderont un jour. J'ai décidé de faire ce vidéo car je me suis posé cette question pendant une semaine l'été dernier, juste avant d'atteindre le sommet. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise ce que je m'apprête à vous expliquer. Notez bien que j'ai gravi le Mont Blanc qu'une seule fois et que je ne suis pas un guide professionnel. Dans mon cas, je suis arrivé à Chamonix au mois d'août 2016, seul, avec l'intention de peut-être faire l'ascension du fameux Mont Blanc. Mais dès ma première vue sur le plus haut sommet de tous les pays membres de l'Union européenne, mon intention est rapidement devenue une nécessité. Je me suis alors informé auprès de plusieurs personnes dans le village et j'ai consulté un bon nombre d'articles et de forums pour savoir ce dont j'avais besoin pour gravir le sommet. La quasi-totalité des gens, articles et forums ont tenté de me décourager d'en faire l'ascension. Si vous m'écoutez en ce moment, vous avez probablement déjà lu et entendu plusieurs articles dissuasifs à ce sujet, vous aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas ce rabat-joie, car je n'ai pas écouté les consignes et j'ai marché sur le point culminant du massif. Si vous voulez monter le Mont Blanc, vous le pouvez. Bon, quand même, il faut être réaliste. Si vous êtes du genre à souffler pendant 2 minutes après avoir monté un petit escalier, je ne vous dirai pas que vous ne pouvez pas monter le Mont Blanc. Non, parce que toute personne qui souhaite atteindre un but le peut. Mais vous aurez besoin d'un sérieux entraînement avant de vous attaquer à la grande bête blanche. Oui, c'est possible. 5 ans plus tôt, j'étais obèse. Je pesais 266 livres et j'étais essoufflé quelques minutes après avoir monté un petit escalier. Alors le plus important de se rappeler, c'est que si vous voulez monter le Mont Blanc, vous le pouvez. Alors voici maintenant ma liste des 6 trucs à prévoir et à savoir avant de vous attaquer au Mont Blanc. Premièrement, l'entraînement. Ce n'est pas à prendre à la légère. La quasi-totalité des interventions de sauvetage sur le Mont Blanc sont pour secourir des gens épuisés, mal entraînés ou mal acclimatés. Alors soyez certain d'être en forme le matin du grand jour. Le meilleur entraînement pour se préparer à monter une montagne, c'est de monter des montagnes. Non, ce n'est pas la course, le vélo, les crossfit. Non, c'est de monter des montagnes. C'est logique après tout. Vous ferez exactement le même exercice que lors du grand jour. Vous êtes alors certain d'entraîner les bons muscles. Pour vous donner une idée de la tâche à accomplir, par le chemin le plus populaire, vous aurez 11 km à marcher pour atteindre le sommet, avec un gain d'altitude de 2600 mètres. Et n'oubliez pas que tout ce qui monte redescend. Alors oui, vous devrez refaire le même trajet à l'envers. Il y en a marre de descendre cette foutue montagne. Tantôt, j'étais au refuge là. Celui qui est tout petit en haut de la montagne. Puis juste avant, j'étais en haut du Mont Blanc, qui est 2 fois plus haut que ça. Je suis tanné de descendre. Il en reste pas long. Bah. Et si vous croyez que descendre est plus facile que monter, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Descendre est plus facile sur le cardio, mais est beaucoup plus exigeant pour l'ensemble du corps qui doit retenir l'équilibre et absorber les chocs de chacun de vos pas. Alors équipez-vous d'un sac et allez vous amuser dans des grandes marches en montagne. Deuxièmement, vous devez être prêt à affronter les dangers suivants. L'ascension du Mont Blanc est dangereuse. En moyenne, 18 personnes y perdent la vie chaque année. Peu importe le chemin que vous emprunterez, vous vous exposez à des chutes de cailloux, des avalanches et des crevasses. Bien que des mesures de sécurité peuvent être prises pour se préparer à ces événements, il est impossible de les prévoir. Vous pouvez porter un casque pour vous protéger des cailloux, mais il pourra tout de même vous prendre de plein fouet à la jambe. Et une avalanche. Tout peut bien aller, et d'une seconde à l'autre, vous vous retrouvez impuissant dans la trajectoire de ce monstre blanc. Les crevasses, tant qu'à elles, ce sont d'énormes creux dans le sol, souvent recouvertes de neige. 1000 personnes peuvent marcher par-dessus sans problème avant qu'elles finissent par s'ouvrir sous vos pieds. J'ai dû en enjamber une lors de ma montée. C'était tellement creux que je ne voyais pas le fond. Alors soyez bien conscient des dangers auxquels vous vous exposerez. Troisièmement, l'équipement. À moins de vous appeler Kilian Jornet, le Mont Blanc n'est pas une petite balade de 4h57 aller-retour au sommet à partir de l'église du village. Oui, vous avez bien compris, 4h57. Il s'agit du record mondial depuis 2013. L'ascension se fait normalement en 2 jours à partir d'une station déjà bien haute en altitude. La règle la plus importante est d'amener seulement l'essentiel.
Vous ne partez pas pour une expédition d'une semaine. Vous partez sur une aventure de 2 jours avec 2 refuges bien équipés en chemin. Alors partez léger. Je me suis trouvé un petit sac de 40 litres dans Chamonix et c'était largement suffisant pour contenir tout ce dont j'avais besoin. Premièrement, vous aurez besoin d'un casque pour protéger votre tête des éventuelles chutes de cailloux. C'est un essentiel pour traverser le couloir du goûter. Il y tombe des roches vraiment tout le temps. Généralement, les gens s'assistent pour la traverser. En arrivant, vous resterez dans la zone sécuritaire et aviserez le groupe qui traverse si des cailloux sont en train de leur tomber dessus. Ils feront de même pour vous ensuite. Je suis dans la zone la plus dangereuse. Il y a des cailloux qui tombent tout le temps. Ils sont difficiles à entendre arriver pendant la traversée, car chaque pas que vous ferez fera tomber d'autres roches plus bas. Je vais vous donner un conseil. Lorsque quelqu'un vous crie « Roche! Caillou! » ou « Attention! » faites-vous le plus petit possible, le plus près du sol et protégez votre tête et vos zones les plus fragiles, comme le visage, votre cou ou votre dos. Ne faites pas comme ces 2 génies qui ont regardé en direction du projectile lorsque j'ai crié « Roche! » Mais oui, parce que quand on fait un truc pareil, on risque de recevoir le projectile en question en plein visage. Et c'est exactement ce qui est arrivé au génie derrière. Tout cela pour dire, portez un casque. Un piolet. Il vous servira 1 fois ou 2 durant tout le trajet et vous serez très content de l'avoir si jamais vous trébuchez d'un côté ou de l'autre à un endroit comme celui-ci. Un harnais et un mousqueton. Si vous êtes en solo et que quelque chose vous arrive, il sera probablement beaucoup plus facile de vous secourir avec un harnais auquel quelqu'un pourra vous attacher. Pour ceux que j'ai vus en groupe, ils étaient tous attachés en chaîne. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment la technique. De ce que l'on m'a expliqué, le but de la chaîne est d'être attachés les uns aux autres pour se retenir mutuellement si quelqu'un fait une chute ou qu'une crevasse s'ouvrirait. Comme je le disais au tout début, je ne suis pas un expert, mais j'ai plutôt l'impression que si un membre d'un groupe fait une chute à un endroit comme celui-ci, il ne ferait qu'emporter le groupe en entier avec lui. En fait, le bon réflexe à avoir si jamais un membre tombe à droite serait de sauter à gauche. Mais bon, si tout le monde le fait, il doit y avoir une bonne raison. Alors surtout, ne pensez pas que je vous déconseille de vous attacher. Un chandail à manches longues léger. Si vous faites une ascension d'été, le début de la montée sera fraîche. Alors à cette altitude, le soleil frappe très fort. Alors portez quelque chose de léger qui vous protégera du soleil. Un petit manteau. À une certaine altitude, le froid s'installe, mais vous serez encore en train de monter. Alors pas plus qu'un petit manteau ou vous aurez trop chaud. Un bon gros manteau. Au sommet, il fait froid. Et le vent peut être vraiment très fort. Alors si vous ne voulez pas devoir faire demi-tour si près du but, apportez un bon manteau bien chaud pour mettre par-dessus votre petit manteau. Une cagoule pour protéger votre visage en cas de grand froid. Des pantalons de neige, le petit format pour pouvoir bien marcher et couper le vent. Des lunettes de soleil. Le soleil sur la neige à cette altitude, c'est beaucoup trop éclairé pour l'œil humain. Il en va de même pour votre peau. Alors mettez de la crème solaire. Pour vos pieds, vous verrez la plupart des gens avec cette botte. La Sportiva Nepal Evo. Pour l'avoir utilisée lors de plusieurs randonnées, c'est la meilleure botte de montée. Mais c'est plutôt pénible pour descendre, car c'est beaucoup trop rigide. J'ai fait le Mont Blanc avec cette botte Loa, molle et des crampons. Sans problème. Si c'était à refaire, je partirais avec ces souliers et une bonne paire de bas pour rester au chaud. Mais cela dépend de vous. Je préfère avoir les pieds légers et agiles. D'autres préfèrent avoir le pied bien solide pour minimiser les risques de se fouler la cheville et de se blesser. Si vous optez pour la solution botte rigide, assurez-vous d'avoir une botte compatible aux crampons. Elle doit avoir cette petite clip en avant et derrière. Si vous hésitez, optez pour la botte. Elle vous tiendra au chaud et est beaucoup plus sécuritaire. Vous aurez besoin de crampons. À partir du refuge du goûter, vous serez en tout temps sur la neige et plusieurs endroits sont très à pic. De la nourriture et de l'eau. Vous dépenserez beaucoup de calories. Et peu importe la montagne dans laquelle vous vous aventurerez, assurez-vous de ne jamais manquer d'eau. C'est une erreur que l'on fait tous une seule fois dans sa vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous que ça ne vous arrive pas sur le Mont Blanc. L'homme peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais à peine quelques jours sans eau. Votre téléphone. Si le signal le permet, vous pourrez appeler à l'aide. Et bien sûr, vous pourrez faire un selfie au sommet. J'allais oublier, parce que je la porte toujours sur moi. Une Suunto.
Grâce à cette montre, je sais non seulement l'heure, mais aussi la distance que j'ai parcourue, l'élévation à laquelle je suis, elle m'avertit en cas de tempête à venir. Si je me perds, elle me donnera le trajet à suivre pour revenir sur mes pas. Je connais ma coordonnée exacte, ce qui est très pratique lorsque l'on veut appeler les secours. Et je sais combien il me reste de temps pour terminer mon trajet avant le coucher du soleil. C'est un outil que j'utilise depuis maintenant 4 ans et jamais je ne m'en passerai. Quatrièmement, choisir le chemin à emprunter. Il existe 2 chemins officiels, la voie du goûter et la voie des cosmiques. La voie des cosmiques débute à l'aiguille du Midi, et bien qu'un peu plus courte, elle est beaucoup plus technique. De plus, vous vous exposez à un risque beaucoup plus élevé d'avalanche et de crevasses. Pour votre première expérience, je vous recommande d'utiliser le même trajet que j'ai emprunté, la voie du goûter. Ce sentier débute à la station du Nid-d'Aigle que vous atteindrez à partir de Chamonix sans effort à l'aide d'une télécabine et d'un train. La station se situe à 2372 mètres d'altitude. À partir de là, vous devrez gravir 2600 mètres sur une distance de 11 km pour atteindre le sommet. La première journée, vous marcherez sur des grosses roches sur un niveau d'inclinaison raisonnable au début et vraiment très à pic à la fin. Ça monte assez à pic. Ce n'est pas de l'escalade, mais presque. Vous pouvez rarement tomber de très haut, même si cela semble très à pic sur les images. 2 refuges se trouvent sur le sentier où vous pourrez y passer la nuit. Le refuge de Tête-Rousse, à 3167 mètres, qui peut accueillir jusqu'à 74 personnes par nuit et un bon nombre de tentes à l'extérieur. Plus haut, à 3885 mètres, le refuge du Goûter peut tant qu'à lui accueillir jusqu'à 120 personnes par nuit. C'est à ce refuge que je vous suggère de passer la nuit. La plupart des gens font l'ascension du Mont Blanc en 2 jours. L'objectif du premier jour est d'atteindre le refuge et de s'acclimater. Le deuxième jour est pour atteindre le sommet et redescendre. Comme la deuxième journée est plus difficile, mieux vaut en faire le plus possible la première journée. Le grand défaut de ces refuges, c'est qu'il faut réserver sa nuit au moins 3 mois d'avance pour s'assurer une place. Vous pouvez suivre les liens dans la description pour consulter et réserver les places disponibles. Mais comment faire pour savoir si la météo sera favorable à l'expédition? Car s'il ne fait pas beau, oubliez le projet. Non seulement vous mettrez votre vie en péril inutilement, mais vous risquerez aussi la vie des gens qui pourraient venir à votre secours. Pour ma part, j'ai attendu à Chamonix le duo de journée parfaite 1 semaine en regardant les radars météo. La veille de mon départ, j'ai rafraîchi la page de réservation toutes les minutes pendant des heures et finalement, par miracle, une place s'est libérée. J'ai alors rempli ma fiche de réservation à une vitesse éclair et obtenu ma place. Vous devez savoir que ce sont des refuges. Même s'il ne reste plus de lits disponibles, personne ne peut vous empêcher d'y entrer. Les gardiens ne seront probablement pas cléments, mais comme le disait le cuistot à mon auberge, « Tu vas te prendre un sermon plein la gueule et puis tu pourras dormir au chaud. » Dans ce refuge, vous pourrez manger un bon repas chaud, vous réapprovisionner en eau et nourriture, aller aux toilettes et même prendre une douche. À cette altitude, c'est tout un luxe. Ça, c'est un truc qui est bien. Je suis à 12 600 pieds, puis je mange du spaghetti. Chaud. Foutrement cher, là, mais livré en hélicoptère, je peux comprendre. Préparez-vous des bouchons. Il y a environ 6 chambres de 10 lits par étage et aucun mur n'est totalement fermé pour des raisons de sécurité. Et comme nous vivons dans un monde bourré de crétins, soyez assurés qu'au moins 5 d'entre eux auront un esprit très festif et parleront beaucoup trop fort. Au moins 8 d'entre eux réaliseront après une longue discussion que « Oh, chut, je viens de réaliser qu'il y a des gens qui dorment. » Mais oui, sans dessin, on est dans un dortoir. La moitié d'entre eux continueront tout de même leur discussion. Et bien sûr, une dizaine ronfleront. Mais eux, on ne peut pas leur en vouloir. C'est pas leur faute. Alors, n'oubliez simplement pas vos bouchons et s'il vous plaît, ne soyez pas le crétin qui réveille tout le monde dans le dortoir. L'aventure se poursuit très tôt le lendemain matin. Dès 2 heures dans la nuit, vous entendrez des cadrans retentir dans le dortoir. Oui, 2 heures. Cela vous donnera un peu moins d'1 heure pour déjeuner et vous habiller. À 3 heures, la majorité des gens auront déjà quitté le refuge en route pour le sommet. Mais pourquoi se lever aussitôt? C'est simple. À 7 heures, si vous montez assez vite, vous atteindrez le sommet juste à temps pour voir le soleil se lever. Si vous voulez ajouter un peu de magie à votre ascension, assurez-vous de franchir cette étape dans la nuit du 12 au 13 août. Ainsi,
vous aurez droit à un spectacle de pluie d'étoiles car c'est la nuit la plus active des Perséides. Par expérience, je peux vous le dire, c'était magique. Cinquièmement, l'acclimatation. Le sommet du Mont Blanc se situe à une altitude de 4808 mètres. À une telle altitude, le niveau d'oxygène présent dans l'air est de 11,9 %. Au niveau de la mer, ce niveau est à 20,9 %. Seulement 57 % de la quantité d'oxygène à laquelle vous êtes habitué de respirer sera présente au sommet. Autrement dit, votre corps devra travailler beaucoup plus fort pour alimenter vos organes. Par exemple, au repos, mon cœur bat normalement à 55 battements par minute. Lorsque je me suis réveillé au refuge, mon cœur pompait à 85 battements par minute, soit 55 % plus rapide qu'à la normale. Et j'étais encore loin du sommet. Alors la semaine avant de tenter l'ascension du Mont Blanc, amusez-vous dans des plus petites montagnes de Chamonix. En demandant à votre corps de forcer en plus haute altitude, votre corps multipliera vos globules rouges. Les globules rouges, ce sont les cellules sanguines qui ont pour rôle d'acheminer l'oxygène des poumons vers les organes. Ainsi, vous serez mieux adapté à supporter les effets de l'altitude. Mais attention, certaines personnes supportent très mal l'altitude. Et ne croyez pas que parce que vous êtes en excellente forme physique, que cela ne sera pas un problème pour vous. Personne ne peut savoir si son corps est apte à tolérer les effets de la haute altitude avant de l'avoir expérimenté. Sixièmement, un guide. Dans le village, tout le monde vous déconseillera vivement de monter sans guide. C'est normal, à un peu plus de 600 € par jour, les guides font rouler l'économie locale. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'y aller seul, utilisez leur service. Mais si vous avez une certaine expérience en montagne, vous n'avez probablement pas besoin de leur service. Après tout, votre guide ne fera que vous donner des conseils tout au long de votre ascension. Et si on peut en juger par les agissements de quelques-uns d'entre eux, leurs conseils ne sont pas toujours bons. Vous vous rappelez de l'homme avec le manteau bleu dans le couloir du goûter qui regardait la roche s'en venir? Eh bien, c'était un guide. Quelques-uns d'entre eux semblent aussi se sentir invincibles si on en juge par tous ceux qui s'aventurent dans la montagne sans casque de protection pour leur tête. Je ne veux pas vous dire de ne pas utiliser leur service, mais les guides du Mont Blanc sont des êtres humains comme vous et moi. Non, ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains expérimentés. Selon moi, le meilleur conseil que je peux vous donner est le suivant. Si vous êtes au pied du Mont Blanc en ce moment, vous devez au moins tenter d'en faire l'ascension, sans quoi vous regretterez toute votre vie de ne pas au moins avoir essayé, à condition d'être capable de renoncer. Si lors de votre ascension vous vous sentez mal, insécure ou fatigué, ne risquez pas votre vie inutilement et faites demi-tour. Vous n'avez rien à prouver à personne. Alors si on récapitule le tout depuis le début, entraînez-vous, demandez-vous si vous êtes réellement prêt à affronter les dangers auxquels vous vous exposez, chutes de cailloux, avalanches et crevasses. Préparez votre équipement. Sac, casque, piolet, harnais, mousqueton, chandail, petit manteau, gros manteau, cagoule, pantalon de neige, lunettes de soleil, crème solaire, bottes, crampons, eau, nourriture, votre téléphone, une Suunto et des bouchons pour bien dormir. Choisissez le chemin à emprunter et si vous voulez un guide, réservez-le tôt. Et n'oubliez surtout pas de vous acclimater à l'altitude avant le grand jour. Pour terminer, je vous souhaite une belle montée. N'oubliez pas que l'ascension du Mont Blanc n'est pas une petite balade en nature. Chaque année, des gens comme vous et moi y meurent en s'y aventurant. Soyez donc très prudents et amusez-vous. Bonne chance!